Bonjour, bienvenue dans ma maison, ici même à Contamine, la maison du général Dufour. Eh bien, je suis très heureux de la retrouver, cette maison. Je trouve d'ailleurs qu'elle a été très bien conservée et restaurée, et j'en félicite les initiateurs. Je me trouve entre un de mes portraits, ainsi que la copie en bronze du buste que m'avait offert Vincenzo Vella. Et je me trouve en dessous de la réplique du pacte fédéral de 1291. Je trouve d'ailleurs que c'est émouvant de la retrouver ici, car je crois que je suis un maillon entre 1291 et la Suisse moderne à partir de sa constitution de 1848. Ah, il paraît qu'on va parler de moi dans ce salon du général Dufour. Eh bien, je vous souhaite de passer un très bon moment en ma compagnie. Voilà, parler de Dufour en 55 minutes chrono avec une personne dont la longévité était quand même assez grande, puisqu'il avait quand même 88 ans, avec une charge de travail qu'il a abattue qui est assez colossale, eh bien, m'a obligé à un certain nombre de choix. Et je vous propose d'attaquer les étapes suivantes. Tout d'abord, dresser un portrait de cette Genève de la fin du XVIIIe, qui explique la naissance de Dufour en exil, sa formation à Paris, l'année 1817 qui a été un virage important, et après nous nous intéresserons à l'urbanisme, le cartographe, le militaire, l'urbaniste. On fera une petite parenthèse avec sa relation avec les Bonaparte, et on laissera à Jean-Jacques Langendorf le soin de résumer. Alors, je ne suis pas historien, mais j'ai essayé dans cette présentation de vous incrémenter des parties de vidéos où les historiens viennent résumer certains des chapitres, et on aura aussi l'occasion de voir un bout de la pièce de théâtre de Jean Winiger. Alors, voyons Genève à cette époque. Donc, c'est les taches de rouge minusculis sur la carte, avec une Berne toute puissante qui vient jusqu'à Versoix, aux portes de Versoix, puisque Coppet était chez eux. On a la France en gris, et en saumon le Piémont-Sardaigne, dont faisait partie la Savoie. Et on a une espèce de peau de léopard du territoire genevois, avec en vert les territoires relevant du gouvernement, donc en vert foncé, en vert clair les possessions du chapitre, et en vert olive les possessions de la paroisse Saint-Victor. Et quand on voit cette carte, on comprend mieux deux des trois conditions pour que Genève rentre dans la Confédération, à savoir toute la continuité de frontières pour que la Suisse soit intégralement reliée à Genève, et puis la partie blanche à l'intérieur du canton, eh bien, pour avoir une unité de territoire, et ça, c'est des territoires qui ont été donnés par le Piémont-Sardaigne, et on comprend aussi bien pourquoi Genève est si petite, puisque les territoires qui ont été rajoutés étaient des communes catholiques dans la Rome protestante. Et le petit village ici en droite qui est Bourdigny, et dont dépend la lignée des Dufour de Bourdigny, en sachant qu'à côté, il y a les Dufour de Cartigny, c'est à peu près quelques kilomètres, mais ce n'est pas la même lignée. Alors, le 18e est émaillé des idées de Jean-Jacques Rousseau, qui met le feu à la République avec ses idées sur la souveraineté du peuple et l'égalité des citoyens. N'oublions pas qu'en 1762, donc 20 ans avant les événements, on a l'Émile et le contrat social qui sont condamnés à être saisis, puis lacérés et brûlés par le bourreau. Et il faut savoir que Genève, vers 1782, c'est environ 25 000 âmes composées de citoyens, de bourgeois, de natifs, d'habitants et d'étrangers et de sujets, et dont seulement un huitième, qui sont des bourgeois et des citoyens mâles de plus de 25 ans, ont le droit au vote, et les autres, eh bien, sont exclus du système. Ce tableau montre le savant système d'emboîtage qu'on appelait, par lequel les membres du petit conseil que vous voyez ici, composé de 25 membres, plus 2 secrétaires d'État, dont 4 syndics, nommaient le conseil des 200 ou grand conseil, et inversement. Et donc, cette espèce d'oligarchie qui verrouillait le pouvoir héritait bien tout le monde,
et le peuple, notamment les natifs, une classe moyenne de bons bourgeois, prospères et ambitieux, qui payent leurs impôts mais qui n'ont pas le droit au vote, eh bien, demandent à participer à ce pouvoir et l'agitation amène le peuple à renverser le gouvernement en avril 1782, gouvernement qui va faire appel aux grandes puissances alliées d'à côté, qui, dans la nuit du 29 au 30 juin, arrive avec 11 000 médiateurs en armes pour camper devant la ville. Et donc, le dilemme des nouveaux maîtres, c'est soit résister jusqu'à la mort ou soit capituler. La majorité décide de capituler et le parti aristocratique est remis en selle. Et comme toujours dans des cas comme ça, eh bien, on profite pour serrer les boulons. On publie un édit de pacification appelé Code noir sur lequel les insurgés doivent jurer fidélité ou partir en exil. Et c'est ce que fait Bénédicte Dufour, qui, avec la colonie genevoise, va aller dans une première terre d'asile qui a été offerte par le vice-roi d'Irlande, dans le sud de l'Irlande, où il va épouser Pernette Valentin, fille de Guillaume-Henri Valentin, l'un des meneurs des natifs. Donc on voit déjà où se profiler le prénom de Dufour. Et vous voyez deux dates, parce qu'ils avaient prévu de se marier à Genève en novembre, et finalement ils se sont mariés à Waterford, ou à New Geneva, près de Waterford. Là-bas, ça ne se passe pas très bien, donc on leur propose une deuxième terre d'asile à Constance, propriété de l'Autriche, où François-Joseph II leur propose le couvent des dominicains parce qu'ils voient bien que les religieux empêchent le développement économique, c'est misérable nid de prêtres, et il va organiser la sécularisation et l'expropriation des biens de l'Église. Et c'est dans la ville de Constance, dans cette rue appelée aujourd'hui Wessenbergstrasse, au numéro 14, qu'est né Guillaume-Henri Dufour, le 15 septembre 1787. La Révolution française, avec la monarchie qui est abattue, fait que le gouvernement genevois perd son allié. Les troupes révolutionnaires sont à Carouge dans l'automne 1792 et permet au peuple de reprendre le pouvoir à Genève. Et on voit Bénédicte Dufour, donc le papa, qui revient aux affaires politiques en tant que membre du comité provisoire de sûreté, qui publie un nouvel édit qui annule celui de 1782 et qui permet aux exilés de rentrer. Et petite anecdote, mais qui a de l'importance, cet édit de 1792 permet à tout le monde d'être citoyen, puisque la Révolution ayant passé par là, eh bien, on a aboli les classes. Faisons un saut dans le temps, Genève ayant été envahie en 1798, comme la Suisse, mais pas, elle ne faisait pas partie de la Suisse, eh bien, Dufour, citoyen français, peut passer le concours à l'école impériale polytechnique de Paris. Il saura qu'il est rentré 140e sur 144, ce qui va un petit peu le froisser, et il s'est juré d'en sortir avec honneur. Et c'est ce qu'il fera en août 1809 comme 5e de sa promotion. Un rang qui lui permet de choisir son arme. On a parmi les armes savantes l'artillerie qui attaque et le génie qui défend. Et c'est pas étonnant que ces deux armes se retrouvent à la même école, l'école d'application du génie et de l'artillerie de Metz. Et c'est là que Dufour sort premier de sa division et qu'il est happé avec les 5 premiers de sa classe pour aller à Corfou, limite septentrionale de l'empire de Napoléon Ier, pour participer au renforcement des fortifications de l'île qui est tenue par un blocus de la flotte anglaise. Et là, il sera sur les ordres du colonel Baudran, on le voit ici en général, qui va lui donner à la fois des compagnies difficiles à gérer, comme les sapeurs, les mineurs et les colonnes de train,
mais aussi lui donner des travaux d'état-major et lui donner dans le terrain des travaux d'ingénieur, notamment dans les relevés topographiques. Et on voit ici l'étalon de Dufour dans cette carte signée de 1812 de la place et des forts de Corfou. Le 11 juin 1813, Dufour revient d'une reconnaissance navale sur la côte albanaise et il se fait repérer par la flotte anglaise et la canonnière dans laquelle il est explose et il doit son salut à s'être jeté à l'eau grièvement brûlé avec le chapeau, épée et boîte, et il sera fait prisonnier. Et les Anglais ne s'embarrassant pas de gens inutiles et de bouches à nourrir inutiles, ce qui les intéressait, c'est surtout d'avoir des gens qui ne se représentaient pas au combat, eh bien, on le dépose au lazaret de Corfou. Et c'est pour cette blessure que son cheval lève la jambe gauche en signe de blessure au combat. Voilà un petit peu ces états de service dans les troupes françaises. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas trop royaliste, donc quand Napoléon abdique, il part, on demande un congé de 6 mois, duquel il est ramené quand Napoléon reprend le chemin du golfe Juan pour remonter, et il va louper l'empereur à Grenoble, puisque l'empereur a passé la veille du moment où il y arrive. Il y a une petite anecdote qu'on pourra peut-être, si on a le temps plus tard, discuter. Et finalement, il va être en demi-solde et il va arriver à cette année 1817 où il doit faire des choix. Genève est rentrée dans la Confédération en 1815 et donc maintenant, il doit choisir sa nationalité. Et comme on l'a dit, il n'est pas très royaliste, eh bien, il décide de repartir à zéro à Genève. Alors, il va commencer par épouser Suzanne Bonneton, fille de Théodore Bonneton, graveur de médailles, qui avait fait la médaille de Rousseau et qui est la sœur de son meilleur ami. Ils vont avoir 4 filles et malheureusement pas de garçons. En général, ça la fout un peu mal, mais voilà. Et donc, la première fille aînée, Annette Octavie, va donner les Reverdin, les Aubert et les Martin. Et Louise-Françoise et Amélie n'auront pas d'enfants. Et Élisabeth va donner la lignée des De Geer, qui vont plutôt partir, même si on en a retrouvé récemment à Genève, mais du côté de la Suède. Dufour va aussi, en cette année 1817, donner des cours de mathématiques à l'Académie. L'Académie, c'est pas encore l'université parce qu'il manque la médecine, mais on le voit, une personne déjà très active qui publie, qui fait des recherches, qui fait des expériences et dans différentes cercles d'ingénieurs ou de gens de ça. Et puis, vous avez aussi le Dufour scientifique qui n'arrête pas et qui va s'intéresser à toutes les nouvelles inventions et notamment celle des ponts suspendus sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Intéressons-nous maintenant à Dufour urbaniste. Dufour était ingénieur cantonal, responsable de l'urbanisme et des fortifications à Genève. On voit la ville de Genève de l'époque avec 3 portes, en bleu celle de Rive, en rouge celle de la Place Neuve et on a en vert celle de Cornavin. Et je ne résiste pas au plaisir de vous les présenter recto verso, si on peut dire, avec à droite la partie extérieure, ici la porte de Rive et ici la porte Neuve. Et on peut dire pour l'anecdote que le cheval de Dufour est exactement à l'emplacement de la maison, c'est-à-dire au milieu de la place Neuve, alors qu'on pourrait penser, d'après la forme de la maison, que ça aurait pu être le conservatoire. Et puis ici la porte de Cornavin, une fois les fortifications détruites.
Alors voilà un petit peu Genève. Il faut savoir qu'à l'époque, le bord du lac était un endroit peu attrayant. La bourgeoisie tournait le dos au lac, qui était un véritable cloaque avec des abattoirs, avec les pierres qui venaient. Et il faut l'arrivée du bateau sur le lac avec une certaine clientèle, un certain tourisme pour que Dufour se décide à faire quelque chose avec ce pourtour de la rade, et on voit ici le résultat final. Mais je laisse la parole à Jean-Daniel Cando, qui aurait dû être ce soir avec nous, qui a 90 ans, et qui, avec le temps qu'il fait, a décidé qu'il ne sortirait pas ce soir, mais il nous manquera. Mais alors, sur le plan urbanistique, pourquoi est-ce qu'il a été appelé très tôt à s'occuper de la ville? Oui, ça a été son premier grand poste à Genève, et dans le fond, il s'est révélé l'homme de la situation à une époque où Genève avait de très sérieux problèmes d'urbanisme, puisque n'oubliez pas que nous étions encore entourés de fortifications, en dehors desquelles on n'était pas pratiquement à la campagne, les portes se fermaient au coucher du soleil, il y avait vraiment une difficulté de communication entre l'intérieur de la ville et l'extérieur, il y avait les partisans de la démolition et puis ceux qui s'y opposaient, et là Dufour a fait preuve de son sens politique, de son réalisme finalement, en trouvant une solution qui maintenait les fortifications mais qui en détournait les inconvénients, à savoir en construisant les fameux ponts de fil de fer qui les enjambaient à différents endroits et qui ont été une des grandes innovations de l'urbanisme de cette époque. Des lieux de promenade. Et en aménageant l'île des Barques en île Rousseau, avec les peupliers qui rappellent le tombeau de Rousseau à Hernonville, c'est lui qui a fait ça aussi. Alors donc, Genève lui doit aussi, disons encore maintenant, beaucoup. Beaucoup, oui, pratiquement tout le dessin de la rade, qui est quand même, je pense, un des grands atouts de la beauté de Genève aujourd'hui. Vous aurez reconnu Olivier Reverdin, qui était à côté de Jean-Daniel Cando. Voilà un petit peu Genève à l'étroit dans ses murs, avec cette magnifique vue 3D qui a été faite par Genève 1850. Et je vous invite à aller voir sur ce site parce que c'est juste magnifique. Les reproductions qui sont basées depuis le relief magnien de la maison Tavel. Donc Dufour est un homme de fortification qui voit bien que les fortifications du moment sont peut-être un peu obsolètes par rapport à l'évolution de l'artillerie, mais en bon, on a des fortifications ici à la Vauban et donc qui se protègent mutuellement et il ne faut surtout pas casser. Donc soit on casse et on enlève tout, soit on maintient. Et lui, il était plutôt partisan d'enjamber ça avec des ponts plutôt que permettant ainsi un combat retardateur en cas d'attaque de la ville. Et il va profiter d'une invention de Marc Seguin, un Français, qui a fait une première passerelle en fil de fer pour créer, après de nombreux essais sur le fil de fer, le premier pont suspendu d'Europe. Ça, ici, c'est le pont de Saint-Antoine, qui est près de la promenade du Pin. Et ici, vous avez le double pont des Paquis, qui, pour ceux qui connaissent Genève, part de la rue du Cendrier et traverse sur la place d'Orsières, où sont les cars internationaux. Et il va rapidement s'inquiéter des difficultés d'entretien des câbles, des ponts suspendus, et il va proposer ici une variante qui provient d'une étude qu'il a faite pour un pont à Fribourg, qui ne sera pas retenue, mais il va développer cette méthode qui est d'avoir un pont qui est soutenu par des chaînes sous le tablier. Et vous voyez ici 3 dates, puisque le 30 décembre, c'était la date des essais pour une ouverture le 31. Hélas, le pont a cédé en raison de chaînes d'un fer de mauvaise qualité provenant des forges et aux fourneaux d'Ardon. On voit ici la beauté de ce nouveau décor avec le quai des Bergues qui sera prolongé jusqu'au quai du Seget. Vous avez ici le pont des Bergues avec la passerelle de l'île Rousseau qu'on voit bien ici, et je remercie ici Christine Cortet qui nous a présenté cette photo hier et que j'ai trouvée tellement jolie qu'il fallait absolument la mettre sur la présentation d'aujourd'hui. Et ici, l'île Rousseau vue depuis la terrasse de l'hôtel des Bergues.
on change de rive et on a les travaux des grands quais qui vont aller de 1828 jusqu'à 1835 pour partie et rallonger jusqu'en 1838, ici entre la Fusterie et Longemal, et qui va donner ces grands boulevards à la Haussmann avec les jardins anglais qui est encore aujourd'hui. Je vais m'intéresser à un autre aspect de Dufour, c'est le Dufour cartographe et topographe, puisque Dufour était à cette époque-là quartier-maître général de la Confédération, donc c'était le chef d'état-major général, et la Diète lui confie le soin de créer une carte de la Suisse. Et c'est un grand travail qui va l'emmener pendant près de 30 ans et qui va avoir une publication de 25 cartes au 100 millième sur une période de 1845 à 1864. Et pour ceux qui veulent voir l'évolution de la cartographie, Suisse Topo a fait une superbe animation que vous pouvez retrouver sur le salon sous l'agenda 2021 au mois de février avec la conférence qu'on a tenue avec Storia Mundi et Suisse Topo pour les 175 ans de la carte Dufour le mois passé. Donc Dufour va faire un travail considérable pendant ces 30 ans, en profitant des dernières connaissances scientifiques, notamment il va passer de la toise au mètre, toise qui avait déjà remplacé le pied français, et il va travailler sa carte sur un système de triangle, la triangulation pour un 25 millième en plaine et un 50 millième en montagne. Il va choisir aussi au niveau graphisme un éclairage oblique qui va à l'encontre un peu des règles de l'époque d'un éclairage zénital, et il devra s'en expliquer devant la Diète. C'est avec des instruments comme ceux-là que Dufour et ses collaborateurs vont dresser la fameuse carte du nouvel État fédératif. Il a commencé ses travaux en 1838, au moment où la Diète lui a octroyé un crédit qui lui a permis d'ouvrir un bureau topographique à Genève. Et les premières cartes sont sorties en 1845, les dernières en 1864. Ça tombait bien avec la campagne du Sonderbund, parce que c'est aussi militaire le but qu'il poursuit. Hein. La carte était faite à la demande de l'état-major qui s'était rendu compte déjà au début du XIXe siècle des faiblesses des cartes existantes et qui souhaitait avoir une carte plus précise, plus exacte. Le grand mérite de Dufour, c'est d'avoir pu imposer l'éclairage oblique qui donne plus de relief aux formes du terrain par rapport à l'éclairage zénital que l'on connaissait avant. Voilà, et puis si M. Stotzer est avec nous ce soir, je profite de le saluer. Alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure, Dufour qui doit s'expliquer devant la Diète, et il explique pourquoi il fait exprès une faute d'ombre et qu'il fait très attention de ne pas abuser de cet artifice, et ça va lui donner ce côté artistique magistral qui va lui donner la médaille d'or à l'exposition universelle de Paris en 1855, et qui va aussi faire en sorte que le plus haut sommet de Suisse soit rebaptisé Pointe Dufour. Passons à un autre volet, le Sonderbund. Alors, on a beaucoup dit sur ce Sonderbund que c'était la dernière de nos guerres de religion, alors que c'était surtout l'épisode violent de la seule grande révolution politique de notre histoire. Il faut savoir que sur le plan politique, on avait une Europe en pleine transformation. Il devenait vital pour la Suisse, confédération des 25 États microscopiques, indépendants les uns des autres, qui auraient été une proie facile, de s'unir dans un État fédératif plus cohérent et donc plus puissant. Et depuis 1830, c'est la révision du pacte fédéral qui va secouer les chaumières et qui sera à l'ordre du jour constant pendant toutes ces années. Et dans la Confédération, on a une population à majorité protestante et on a d'un côté des cantons
catholiques qui sont minuscules, mais nombreux, qui sont agricoles et qui disposent en diète de 7 voix et demie sur 13, qui leur permet de discuter d'égal à égal avec Berne et Zurich, par exemple. Et de l'autre côté, on a des cantons industriels et commerçants qui réclament des solutions nationales pour résoudre les problèmes liés aux douanes intérieures, au désordre des postes, à la multiplicité des monnaies, des poids et des mesures qui entravent le développement économique. Et au fil des ans, la tension monte et aux antagonismes politiques se rajoutent des antagonismes confessionnels alimentés par l'anticléricalisme et l'agressivité des radicaux. Et en 1841, c'est le canton d'Argovie qui met le feu aux poudres en fermant les couvents en violation de l'article 12 du pacte. Et les catholiques en appellent à la diète, qui reconnaît bien les faits, mais ne sanctionne pas, et après 2 ans, décide de classer l'affaire. Du coup, Lucerne réagit en mettant des jésuites à la tête de l'enseignement, les ennemis jurés des radicaux, et donc c'est une provocation, et en 1844-1845, 2 expéditions de corps francs marchent sur Lucerne, et la deuxième sera réprimée violemment. Et cette agression contre un canton constituait vraiment une violation inadmissible du pacte fédéral et a commencé à faire un peu peur à certains cantons catholiques qui, en décembre 1845, eh bien, vont décider, en tout cas 7 d'entre eux vont décider de se protéger en s'unissant dans une alliance séparée, le Sonderbund. Cette alliance n'est pas forcément contraire à la Constitution, mais elle est jugée contraire à l'intérêt national en constituant donc un obstacle à la nécessaire transformation du pays. Mais ce qui va desservir le Sonderbund, c'est la lourde erreur de placer tout son espoir de protection dans 2 grandes puissances cléricales de l'époque, la France et l'Autriche, et en s'adressant à Guizot et Metternich, en se procurant des secours en armes et en argent à l'étranger, en cherchant à obtenir des secours du prince Schwarzenberg pour lui confier son commandement, eh bien, le Sonderbund contraint la diète à voter, d'extrême justesse d'ailleurs, puisqu'il suffit d'une voix d'un seul canton pour emporter la majorité, eh bien, la dissolution du Sonderbund. Et c'est la guerre, et je laisse Jean-Jacques Langerdorff en parler. Alors, on le voit dans la guerre du Sonderbund, par exemple, c'est la rapidité de la manœuvre qui, au fond, commande toute la direction de la troupe. Est-ce que c'est juste ? Dufour, alors, a une idée en tête, c'est la rapidité. C'est la rapidité pour des raisons qui sont d'abord des raisons, je dirais, presque bassement matérielles. Nous sommes à la veille de l'hiver, nous sommes au mois de novembre. Il n'a pas très confiance dans ses troupes de milices qui sont... L'armée de cette époque est une armée extrêmement déficiente par bien des égards au niveau des états-majors, de l'artillerie, de la cavalerie. Donc, il faut faire une campagne rapide, il faut renvoyer ces gens dans leur foyer. La Suisse est un pays, alors, extrêmement pauvre. Les récoltes de 1846 ont été catastrophiques. Il faut donc, comme dans toute l'Europe, il faut par conséquent réduire les frais au maximum. Et puis, finalement, il y a, mais alors ça, c'est une dimension qu'on a peut-être souvent un peu trop exagérée, il y a quand même une certaine crainte d'une possible intervention étrangère. Tout à fait. Donc tout dicte la rapidité. Alors voilà ici l'emplacement des troupes fribourgeoises écartées, isolées des autres, un rassemblement des troupes des cantons primitifs et le Valais qui est verrouillé par des troupes fédérales du côté de Saint-Maurice pour éviter une jonction justement avec Fribourg. Et là, j'aimerais vous présenter donc cet extrait de la pièce de théâtre où vous aurez tout d'abord la stratégie du général Dufour dans cette guerre du Sonderbund, l'ordre qu'il a donné à ses généraux et le message qu'il a donné à ses soldats. Je vous les passe l'un derrière l'autre en continu. Les gouvernements du Sonderbund ont refusé la médiation de la diète. C'est la confrontation armée. Votre stratégie, mon général. Rapidité d'action avant l'arrivée de l'hiver. Nous allons d'abord porter l'offensive sur Fribourg, isolé des 7 cantons du Sonderbund.
En l'occupant, nous mettrons à l'abri la ville de Berne, où siège la Diète. Je relierai la droite de notre armée avec son centre pour rendre possible une concentration ultérieure. Du même coup, nous paralysons le Valais, qui n'aura plus de communication avec les autres cantons du Sonderbund que par le passage de la Fourque. Je propose d'attaquer d'abord le Valais. C'est le seul canton à avoir une frontière avec l'étranger. Non. D'abord Fribourg, ensuite Lucerne. Nous reviendrons alors en force sur le Valais. Tel est le plan dans son ensemble. Il faut l'appliquer avec prudence et vigueur. Pour l'heure, voici mes recommandations au colonel de nos divisions. Engager les troupes à se conduire avec modération. Ne pas se livrer à de mauvais traitements qui irriteraient les populations. Avec les otages, redoubler des gardes et les bien traiter. Mais la guerre n'est pas une action de bienfaisance. Empêcher à tout prix la violation des églises et des établissements religieux pour faire disparaître le caractère professionnel de cette guerre. Ah, et c'est un protestant qui parle. Faire respecter les propriétés des magistrats et fonctionnaires publics. Ben voyons. Faire soigner les blessés ennemis comme les nôtres. Désarmer les prisonniers. Ne leur faire aucun mal. Ne leur adresser aucune injure. Les traiter aussi bien que possible. Les laisser rentrer chez eux s'ils s'engagent sur l'honneur à ne pas reprendre les armes. Cela ne tiendra pas à l'épreuve des faits. Que les violences ne soient pas de notre côté, s'il doit y en avoir, que tout l'odieux en pèse sur le parti opposé. Retenir la fureur du soldat, épargner les vaincus. Quelque fort qu'on soit, redouter le désespoir de son ennemi. Ne jamais perdre de vue que cette guerre est entre confédérés. Un idéaliste, ce Dufour. Que les chefs supérieurs s'attachent à inculquer ce principe à leurs subordonnés et de là aux soldats pour servir de règle à l'armée fédérale tout entière. Elle doit tout faire pour prouver au monde qu'elle n'est pas un ramassis de barbares. Dufour est-il l'homme de la situation? Soldats confédérés, je n'ai que quelques mots à vous dire en ce moment solennel. C'est pour faire exécuter les décrets de la Diète, l'autorité supérieure de la Suisse, que vous avez été appelés à sortir de vos cantonnements. La Suisse a déployé la bannière nationale sous laquelle tout bon citoyen doit se rallier. N'oubliez pas que votre devoir le plus sacré est de la défendre de toute votre énergie et même au prix de votre sang. Soldats, il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais encore sans reproche. Il faut qu'on puisse dire de vous, ils ont vaillamment combattu, mais ils se sont montrés partout humains et généreux. Je mets sous votre sauvegarde les enfants, les femmes, les vieillards et les ministres de la religion. Celui qui porte la main sur une personne inoffensive se déshonore et souille son drapeau. Les prisonniers, surtout les blessés, méritent vos égards et votre compassion. Vous vous êtes souvent trouvés avec eux dans les mêmes camps. Vous ne ferez aucun dégât dans les campagnes. Vous saurez supporter les privations momentanées que la saison peut amener. Il y a plus de mérite à supporter les fatigues et les privations de la vie militaire qu'à déployer du courage sur un champ de bataille. Si tout se passe comme je l'espère, la campagne ne sera pas longue et vous rentrerez dans vos foyers avec la satisfaction d'avoir fait respecter l'indépendance de la patrie
et sa neutralité. Alors vous reconnaîtrez ici Louis Riet-Constant, qui était à côté du général, qui était interprété par Marco Calamandrei avec cette admirable mise en scène de Lauriane Cherpiot. Alors, on a parlé Dufour et de son instruction à l'école polytechnique. On a exactement ici un reflet de la stratégie et de la tactique napoléonienne avec une concentration de force sur un endroit afin de le faire capituler. Et ici, vous avez toute l'artillerie qui est déployée contre la ville de Fribourg. Et puis, la capitulation de Fribourg intervient, elle a été différée d'un jour, intervient finalement le 14, et puis après, Dufour va repréparer ses troupes pour le combat sur Lucerne, qui était le plus important. Et là, du 23 au 27, les uns après les autres, les cantons capitulent, et Dufour fait une pause, et le 29, il a la capitulation du Valais. Et puis, alors, il s'ensuit une Dufourmania incroyable avec la population qui met du Dufour partout. On a des biscuits Dufour, on a des foulards Dufour, on a une pipe Dufour ici à droite, la Dufourly. On a même les cartes à jouer Dufour. Dufour, c'est le roi de cœur. On a ici des bustes et des statues, comme ici, l'avant-dernier depuis la droite, le buste fait par James Pradier, dont on a phagocyté l'un des moules de la propriété de l'association Saint-Maurice d'études militaires pour en faire un bronze qui est sur l'esplanade du château de Saint-Maurice maintenant, et d'ailleurs ce qui a permis à l'ASMEM, en compensation de la part des salons Dufour, d'avoir accès à une copie du bronze de Dufour par Vela, que vous avez ici sur la gauche, qui avait été commandé par le gouvernement de Bellinzone et à qui Vincenzo Vela a préparé pour Dufour une copie que Dufour a transmise à la Société militaire de Genève, où elle est encore, enfin elle était encore puisqu'elle est en prêt maintenant au musée Vincenzo Vela qui fête le bicentenaire, et ça sera l'occasion de notre prochain salon le 15 avril, qui sera fait en collaboration avec la Società Dante Alighieri et le Museo Vincenzo Vela de Ligornetto, d'où est né et mort le sculpteur. Et ça sera l'occasion aussi de parler d'une autre sculpture qu'il a faite, Napoléon Ier mourant, puisque cette année on fête le bicentenaire de la mort de Napoléon, et c'est l'occasion aussi d'entendre le médecin légiste de l'Institut de pathologie de l'Université de Berne nous expliquer les causes pour mettre un terme à la polémique sur empoisonnement ou pas de l'empereur. Donc si jamais ça vous intéresse, soyez avec nous le mois prochain, le 15 avril, à 18h30. On parle toujours du général Dufour, on ne parle pas de Dufour, l'homme de la Croix-Rouge, ou de Dufour, le diplomate, ou de Dufour, l'homme politique. C'est dire que l'image de Dufour est d'abord celle d'un militaire. Et pourtant, dès que l'on a dit le mot militaire, on ajoute tout de suite le pacifiste, le pacificateur, l'homme du juste milieu. Alors, ce que j'aimerais demander à Jean-Jacques Langendorf, c'est quelle image première, je dirais, ressort dans sa récente biographie de la personne de Dufour. Eh bien, je dirais qu'il en ressort d'abord et avant tout l'image d'un militaire. Enfin, comme disent nos amis suisses-allemands, il faut remettre l'église au milieu du village. Et Dufour a été militaire dans l'âme, il l'a dit lui-même, c'est au milieu des canons que Dufour se sent comme un poisson dans l'eau. Dufour a passé par l'école polytechnique de Paris à une époque où elle a été la plus militarisée de son histoire, n'oublions pas. Il passe par l'école d'application du génie, qui était également une école militaire très sévère. Et ensuite, il fait ses armes à Corfou, sous des chefs qui sont véritablement des militaires de haute tradition, comme le colonel Baudran ou le général Bonzelot. Et Dufour aime avec passion son métier. Dufour aime avec passion son métier, c'est-à-dire l'art de la guerre. Il n'aime pas la guerre. Et alors, précisément, quel est cet art de la guerre dont Dufour se veut le serviteur, et quels sont les éléments essentiels de l'art de la guerre selon Dufour?
Oui, c'est une vaste question. Il y a, si vous voulez, deux tendances un peu contradictoires, je dirais, chez Dufour. Dufour est un homme qui, comme tous ces soldats de sa génération qui ont servi sous l'Empire, il est un homme qui connaît fort bien toutes les leçons de la stratégie et de la tactique napoléonienne. Et là, l'influence est évidemment très grande, mais en même temps, il reste, par certains aspects, un homme des conceptions militaires du XVIIIe siècle. Et qu'est-ce que signifient les conceptions militaires du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on s'en tient à des guerres, si possible limitées, si possible courtes, si possible peu sanglantes, et si possible qui laissent à côté du champ de bataille les civils, les non-combattants. Alors, on parle beaucoup de Dufour général dans la guerre de Sonderbund. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il a été encore nommé 3 fois général, en 1849 dans l'affaire des réfugiés badois, je passe parce qu'on n'a pas le temps de s'y attarder, en 1856 pour l'affaire de Neuchâtel contre la Prusse, et en 1859 pour la protection de la frontière italienne dans les guerres pour l'unité italienne. Et c'est là qu'on va retrouver un autre Genevois qui était dans la région, qui couratait, comme on dit en Valais, après Napoléon III, pour lui obtenir une concession de chute d'eau pour ses moulins en Algérie, et qui va se retrouver à Castillon, dans un petit village, le soir de la bataille de Solferino, une bataille où, si je caricature, en fait, 150 000 hommes ont rencontré 150 000 hommes qui, par hasard, et qui fait que il y a eu un désordre tel que les transports n'ont pas suivi, que rien n'était organisé et que finalement les blessés ont traîné sur le champ de bataille à mourir tranquillement le temps qu'on s'en occupe. Et c'est vers la fin de cette journée que les gens étaient gentiment amenés dans ce petit village où la Chiesa Maggiore avait pas moins de 500 personnes mourantes et le pauvre Dunant avec la possibilité de leur donner un petit peu d'eau, un petit peu de réconfort et de les voir mourir dans ses mains. Et ce spectacle vraiment terrifiant, avec quand même, il faut le dire, quelque chose de génial, c'est des femmes qui sont venues en disant il faut traiter les blessés des deux camps, tutti fratelli, et Dunant va être tellement traumatisé par ça qu'il va écrire un livre, un souvenir de Solferino qu'il va publier en 1862 et qu'il va disperser auprès des têtes couronnées d'Europe. Et Dunant fait 2 propositions. L'une, c'était de préparer des gens pour aller sur le terrain, et d'autres, c'était pour faire en sorte qu'ils soient neutralisés. Et de la première proposition est née l'institution de la Croix-Rouge, et de la deuxième, c'est l'origine des conventions de Genève. Et donc, Dufour a été contacté, mais aussi Gustave Moignet, qui était président de la Société genevoise d'utilité publique, qui, elle, n'avait pas les moyens d'une solution enfin aussi grande, et qui a décidé de créer le Comité international de secours aux blessés, une décision qui finalement a été pas mal l'œuvre des 2 chirurgiens qu'on voit en bas, Théodore Mounoir et Louis Appia. Et ça va déboucher sur la signature le 22 août 1864 de la première convention de Genève. Tableau que vous trouvez à la salle de l'Alabama, où vous voyez Dufour derrière avec à ses côtés Gustave Moignet sur la gauche, et il manque évidemment quelqu'un, c'est Henri Dunant, et Dunant, pour la petite histoire, va faire une copie où il mettra son portrait qui va surveiller un petit peu tout ce monde de plénipotentiaire duquel il était exclu. Il est incontestable que pour nous, Suisses, le grand fait qui mérite notre reconnaissance à Dufour, c'est d'avoir résolu la crise du Sonderbund, mais pour l'humanité, c'est d'avoir été l'un des pères fondateurs de la Croix-Rouge. Et il n'y a pas de doute non plus que si Henri Dunant n'avait pas rencontré l'appui
non seulement du juriste Moignet, qui était encore un inconnu à cette époque, mais surtout de ce prestigieux général vainqueur qui jouissait d'une autorité incontestée en Suisse et ailleurs, et qui de plus était l'ami intime, le correspondant, on l'a dit tout à l'heure, de Napoléon III, le maître de la France d'alors. S'il n'avait pas eu l'appui de Dufour, la Croix-Rouge aurait peut-être connu le sort de beaucoup de ces entreprises un peu utopiques, un peu idéalistes, qui démarrent très bien et qui ensuite disparaissent parce que, dans le fond, elles ne trouvent pas dans la population, dans les conseils politiques, les appuis nécessaires. Ça a été l'œuvre, le succès de Dufour d'avoir su intéresser et Napoléon III et le gouvernement fédéral suisse à l'entreprise, et peu à peu, en faisant boule de neige, tous les gouvernements ont signé la fameuse convention de 1864. Alors, je vous avais promis une petite parenthèse sur Napoléon. Donc, Dufour, malheureusement, ne le verra pas souvent. Il le voit en 1808, quand son bataillon de l'école a eu l'honneur de diriger le convoi pour le rapatriement du chœur de Vauban aux Invalides. Il le verra encore une autre fois qui sortait d'un conseil d'ambassadeurs où deux élèves de l'école ont essayé d'obtenir et ont obtenu des postes dans l'infanterie, ce qui leur a évité de passer les examens. Et je laisse de nouveau Jean-Daniel Cando nous en parler. Cet amour à la fois de Rousseau et de Napoléon n'est pas du tout commun chez les Genevois de l'époque, qui au contraire détestaient souvent Napoléon comme Madame de Staël autant qu'ils aimaient Jean-Jacques Rousseau. Mais le général Dufour, lui, les a admirés l'un et l'autre à égalité. Écoutez, le général Dufour avait chez lui un buste de Bonaparte, premier consul, du grand sculpteur lyonnais Chinard. Je vous propose de le regarder, il l'a eu sous les yeux pendant toute sa vie, et Napoléon était une de ses idoles. Dufour a été très impressionné par le stratège, par Napoléon le stratège, et il a été très fidèle à Napoléon, même après, dans sa période d'exil. Alors, Dufour aura plus de contact, par contre, avec sa belle-fille, Eugénie, la fille de Joséphine de Beauharnais, et aussi sa belle-sœur, puisqu'elle a épousé son frère, le roi de Hollande, qui habitait à Arenenberg. Et je salue ici une autre des membres de notre commission historique, qui est Christina Egli, qui est conservatrice au musée Napoléon de Arenenberg. Donc, si vous allez là-bas, vous dites que vous venez des salons Dufour, et je suis sûr qu'elle vous recevra avec un grand sourire et beaucoup de gentillesse. Qu'elle a toujours d'ailleurs, même sans dire qu'on vient de chez nous. La reine Hortense a essayé de demander à Dufour d'être le précepteur de son fils, mais il a décliné à cette époque-là. Mais il va retrouver Louis-Napoléon Bonaparte à l'école militaire fédérale centrale de Thun, qu'il dirige de 1832 en 1834, et il va rester en contact, il va rester vraiment un ami proche de Napoléon III. Alors on aurait pu parler d'autres aspects de Dufour, comme Dufour politicien. Je veux dire, sa carrière pourrait être l'objet d'une soirée complète, puisque je vous fais juge, 26 ans de Grand Conseil genevois, 23 ans de Conseil représentatif de Genève, vice-président de la Constituante, 11 ans de Conseil national, 4 ans de Conseil aux États, 1 an de Conseil municipal genevois, et même un refus d'une proposition d'être conseiller fédéral en juillet 1857. Donc on a un Dufour aussi très demandé pour des conseils, pour des médiations. On l'envoie souvent comme diplomate, notamment avec Napoléon III. On a aussi un Dufour aux affaires. Aujourd'hui, il y aurait conflit d'intérêts, mais on avait à l'époque ce pouvoir centralisé qui permettait d'avancer, avec notamment l'arrivée du bateau qui amène des touristes qui étaient logés dans des hôtels à l'extérieur de la ville. Donc on crée un super hôtel, l'hôtel des Bergues. Évidemment, il faut faire un quai des Bergues, il faut faire un pont des Bergues, et tout ça est fait par la même personne. Et vous avez aussi la Société des Moulins de Mons-Gémilin de Henri Dunant et la Société des chemins de fer de Lyon-Genève, parce que Dufour aussi s'intéresse aux avancées technologiques de l'arrivée du chemin de fer en France, et s'il n'est pas un grand spécialiste des chemins de fer, il va, en tant qu'ingénieur cantonal, dresser le tracé potentiel du parcours du train qui passerait, selon ses plans,
le long de la plaine de Plainpalais, le long du Conseil général, traverser la rue du Stand, traverser le pont de Lille et aller sur l'autre rive, ce qui aurait évité toute la saga du Ceva qu'on a connue ces dernières années. Et Dufour aussi, on a évoqué les années 30 à 40 de conflits sociaux et politiques par rapport à cette nouvelle constitution. Eh bien, ça correspond à ça, puisque lui proposait d'avoir un drapeau qui remplace toutes les bannières des cantons. Donc, on a été déjà en avance sur la constitution de 1848. Alors, je résume un petit peu. Dufour est un amateur du chiffre 7, puisque tous les 10 ans, eh bien, il se passe quelque chose. Il est né, c'est normal, il est pour rien. Après, il entre au collège, école polytechnique, dans l'armée fédérale, colonel fédéral, chef de famille. Première fois général, troisième fois général. Et puis, en 1867, sa femme décède. Il se retire des affaires officielles. Et 2 ans après sa mort, eh bien, on décide de lui élever un monument qui sera inauguré en 1884. Ici, une des rares photos de famille de Dufour. Vous le voyez ici, je ne sais pas si on voit ma souris, ici sur le fauteuil. On est ici environ 1 mois avant sa mort, en juin 1875. Il est décédé le 14 juillet. Et on a ici à côté de lui son gendre, Henri Lardy, qui est le mari de sa fille aînée ici, Annette, et leurs 3 enfants, Suzanne tout à gauche, Emma devant, et la petite Sabine, qui, on l'a dit, va donner toutes les Aubert, les Martin et les Reverdin. On a la deuxième fille de Dufour qui est décédée quelques mois plus tôt, en novembre 1874, et on voit ici une famille assez prostrée. Dufour s'est très mal remis de la perte de sa fille, et on a ici la 3e fille, Elisabeth, avec son mari, Adrien Krieg, dont la rue est derrière la maison Dufour, avec leur petite fille, Henriette, qui a fait une lignée avec les De Geer, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, vous avez ici la 4e fille de Dufour, Amélie, avec la sœur de Dufour, Elisa, tout à droite, et vous avez une cousine, Peggy Fazy, qui était célibataire et qui avait un pensionnat de jeunes filles. Alors, pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de personnalités en Suisse qui peuvent se targuer d'autant de témoignages de reconnaissance, avec un nom de rue dans plusieurs villes de Suisse, une université, une caserne militaire, différentes statues, un bateau à vapeur, un timbre-poste, un billet de banque, et en consécration, on l'a vu, la plus haute montagne de Suisse, la Pointe du Fou. Et je laisse à Jean-Jacques Langodorf le soin de clôturer cette partie. Il ne faut pas oublier une chose, je crois, c'est qu'il a eu une existence incroyablement longue, surtout pour le 19e siècle, 88 ans. Et alors, il y a des phases différentes dans l'existence de Dufour. Il y a un Dufour, je dirais en gros, avant 1847, jusqu'au Sonderbund, extrêmement décidé, extrêmement énergique, ayant beaucoup d'allant. Et ensuite, alors, il y a un Dufour, surtout après 1852, l'installation de Napoléon III en France, les honneurs qui s'accumulent d'une manière incroyable. Il y a là, alors, un Dufour déjà beaucoup plus calmé, un Dufour qui navigue déjà dans sa propre légende, et on a souvent l'impression que le général regarde le général en train de faire le général. Si vous voyez ce que je veux dire. Il est donc entré en fait dans l'histoire déjà de son vivant. Il est dans l'histoire de son vivant, et alors là, effectivement, il devient l'homme de l'extrême prudence, du juste milieu. Il y a, si vous voulez, une image qu'il ne faut plus compromettre. Et je laisse le tomber de rideau à Jean Viniguer, et bien évidemment. Aimez-moi, que je vous aime.